J'avais déjà parlé du syndrome H l'année passée dans le contexte du traitement par tocilizumab et donc cette année-ci on fait le petit récap 2023 parce qu'il y a pas mal de choses qui sont passées du point de vue national et international pour cette pathologie. Donc en recherche clinique, quoi de neuf? Donc ça c'était la slide que j'avais fait l'année passée sur base de la littérature. Donc il y avait environ 200 cas de syndrome H. Le syndrome H, c'est quoi? Pour les gens qui n'ont pas l'habitude de cette pathologie finalement extrêmement rare, c'est une histiocytose non langerhansienne qu'on appelle actuellement régulièrement la maladie de Rosai-Dorfman familiale puisqu'elle est liée à la mutation du gène LCC29A3, donc qui est une maladie de transmission autosomique récessive et qui associe un phénotype varié et très complexe, la maladie interniste pédiatrique finalement, qui permet de, qui a une expression clinique extrêmement variée. Les patients ne se ressemblent pas et globalement, on peut poser le diagnostic sur différents points d'entrée. Possiblement la lymphoprolifération, donc avec un tableau Rosai-Dorfman-like, mais également des manifestations plutôt cutanées avec de l'hypertrichose et de l'hyperpigmentation qui est à l'avant-plan, ou alors une porte d'entrée plutôt auto-inflammatoire avec des patients qui font beaucoup de fièvre, qui peuvent faire des inflammations fibrosantes des organes profonds, mais également de l'auto-immunité, même des syndromes d'activation macrophagique. Il y a certains patients qui présentent plutôt des atteintes hématologiques qui sont pour le moment assez peu et mal caractérisées. Puis ils peuvent avoir tout un ensemble de manifestations cliniques à la fois sur le plan ophtalmologique, cardiovasculaire, ostéo-articulaire avec de l'ostéosclérose, des déformations osseuses, des camptodactylies, des manifestations endocriniennes également, une surdité neurosensorielle et j'avais même pas encore assez de place pour d'autres manifestations qui sont mal décrites dans la littérature, entre autres des atteintes rénales de type glomérulonéphrite ou peut-être éventuellement aussi un développement neurologique, une dégradation neurologique au fil du temps mais qui n'est pas du tout objectivée actuellement et qu'on suspecte chez certains patients. Donc vous l'avez compris, c'est une pathologie histiocytaire qui est difficile de diagnostic, qui ressemble au Rosai-Dorfman sur le plan anatomopathologique avec dans certains cas les mêmes marqueurs et la présence d'empéripoïèse. Mais ce qui finit par ressortir actuellement, c'est que finalement l'histologie elle n'est pas toujours régulièrement en faveur d'un Rosai-Dorfman. Donc sur les 9 patients étudiés dans le papier de Jean-François Emile, je ne sais pas s'il vous en a parlé ce matin parce que je suis arrivée un peu en retard, mais en tout cas ce papier-ci permettait d'identifier l'anatomopathologie de 9 patients syndrome H et histologiquement ce n'était pas si simple et donc ils ont pu mettre en évidence le marqueur OCT2 qui lui par contre était spécifique pour les 9 patients syndrome H et permettait éventuellement de faire le diagnostic différentiel avec d'autres types d'histiocytose comme l'Erdem-Chester. Donc un papier de 2023 qui est très intéressant sur le plan du diagnostic. Et puis des papiers sur le traitement. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'intéresse de plus en plus à cette pathologie parce qu'on se rend compte qu'il y a des traitements qui fonctionnent avec finalement des essais de thérapie qui étaient empiriques, qui ont marché pour certains patients avec les anti-IL-6 et d'autres avec les MEK inhibiteurs. Et donc il y a des papiers qui sont sortis cette année-ci des groupes français. Donc ça c'est 2 patients lyonnais qui ont bien répondu au traitement par tocilizumab sur différentes expressions cliniques, plutôt les expressions inflammatoires, mais on le développera après. Et puis un autre papier sur un patient qui a été traité par anti-MEK qui ont répondu sur la partie proliférative avec la fibrose rétropéritonéale. Et donc ces papiers font suspecter que finalement la cause de cette pathologie est probablement inflammatoire avec de l'IL-6 et puis la voie de signalisation mTOR qui est impliquée. Et donc pour pouvoir décrire ces patients, on essaye de rassembler les patients qui sont décrits en France. Donc là, à Lyon, c'était les 3 patients que j'ai cités sur l'article. Et puis, il y en a qui sont répartis dans des régions différentes de France. Et donc, à ma connaissance, pour le moment, on a identifié 16 patients, mais il y en a probablement plus, qui se trouvent en France. Il y en a un aussi en Belgique
pour les personnes que j'ai contactées en disant que j'étais intéressée de pouvoir collecter les données. Et puis, ça nous a permis déjà d'identifier non seulement où se trouvaient les patients, quels étaient leurs phénotypes et leurs traitements, et puis d'avancer sur l'évolution de ces patients et sur leur réponse au tocilizumab. Ça, c'était la porte d'entrée de notre étude nationale. Et en fait, à force de collecter les données, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait d'autres personnes qui travaillaient sur cette pathologie, entre autres Sarah Elidzur, qui est une collègue qui travaille en Israël et qui nous a demandé si on était d'accord de participer avec elle dans la collecte des données. Et donc, ensemble, on a pu collecter 24 patients de centres français et israéliens, avec des patients qui étaient âgés entre 2 ans et 43 ans. Et ça nous a permis d'avancer aussi sur la réponse au traitement. Et donc là, sur ce qui est des manifestations, on a pu identifier qu'il y a des types de manifestations différents. Sur le plan clinique, il y a des manifestations qui sont liées à l'infiltrat histiocytaire, puis donc, par exemple les atteintes cutanées et les infiltrats extracutanés, mais aussi des manifestations vraiment typiquement inflammatoires, comme l'élévation de la CRP, l'anémie et les atteintes osseuses, articulaires en tout cas. Et puis il y en a qu'on a du mal à classer, comme la surdité, le diabète, et donc on a un petit peu du mal à savoir où ça se situe. En tout cas, dans les manifestations les plus fréquentes, on retrouve les lésions cutanées, la persistance de la CRP. La surdité est vraiment un élément important. Et finalement, le syndrome lymphoprolifératif n'est pas l'argument clinique à l'avant-plan de ces patients. Et donc, on avait repris les 12 patients qui ont été traités sur 24 et tous ont commencé par un traitement par tocilizumab avec des réponses qui sont parfois incomplètes, parfois pas satisfaisantes ou parfois complètes. Et puis pour 5 des 12 patients, le traitement avait été changé en un traitement, un MEK inhibiteur, qui avait permis une amélioration au moins partielle. Mais comme vous le voyez, la réponse n'est pas complète et les patients continuent de garder des symptômes. Donc le traitement permet le contrôle de certaines manifestations. Le tocilizumab est efficace sur les manifestations inflammatoires et cutanées, moins sur l'infiltrat extracutané. C'est la plupart du temps pour ça que le traitement avait été changé par un anti-MEK. Et les MEK inhibiteurs, pour certains patients, n'ont pas permis de contrôler du tout l'infiltrat histiocytaire, qui peut être parfois réellement délétère, avec une compression d'organes et par exemple une hydronéphose liée à la compression des uretères et la perte du rein liée à cette pathologie. Donc c'est une pathologie qui peut être sévère et qui peut provoquer une atteinte d'organes, même si c'est sur un versant beaucoup plus chronique que sur d'autres histiocytoses qui sont beaucoup plus aiguës. Alors donc, tout ça pour dire qu'on se pose les questions sur cette pathologie. Quelle est la physiopathologie liée à SSC29A3 ? Donc ça, c'est un vieux papier que j'avais présenté l'année passée qui montre que les souris mutées ont une prolifération ganglionnaire et au niveau de la rate, qu'on trouve des anomalies au niveau des histiocytes, qu'il y a des difficultés de clairance des corps apoptotiques et qu'il y a une sécrétion anormale des facteurs de croissance macrophagique. Alors ça ne nous satisfaisait pas trop l'année passée en se disant que ce n'était pas vraiment une maladie de surcharge lysosomiale. On comprend que les lysosomes sont impliqués, mais ça ne se satisfait pas sur le plan fonctionnel. Et donc cette année-ci, il y a d'autres papiers, et celui-ci il est très intéressant parce qu'il montre qu'une souris mutée SSC29A3, quand elle est également mutée TLR7, on corrige le phénotype. Et donc les toll-like récepteurs 7 et 8 semblent être impliqués dans la physiopathologie et provoquent à la fois une prolifération des monocytes, mais également une production d'IL6. Et ça nous amène à l'article à nouveau de Sarah Elidzur, qui a résumé un peu le fonctionnement de cette pathologie sous forme de ce schéma. Donc SSC29A3, c'est ce récepteur qui est situé à la paroi des endolysosomes, et quand il est muté, normalement l'objectif de ENT3, donc SSC29A3, c'est d'exporter les nucléosides de l'endolysosome vers le cytosol pour qu'ils puissent être réutilisés. Et quand c'est muté, malheureusement, les nucléosides s'accumulent au niveau de l'endolysosome, vont activer les toll-like récepteurs et provoquer une activation de la voie MEK-ERK qui serait responsable de l'inflammation. Alors les toll-like récepteurs, c'est quoi ? Ce sont des protéines qui sont responsables qui sont impliquées dans le système immunitaire, qui normalement détectent les motifs bactériens et donc qui induisent l'immunité innée.
Et on se rend compte actuellement que c'est des molécules qui sont impliquées dans différentes maladies auto-immunes et auto-inflammatoires, comme le grand groupe des maladies des interféronopathies. Et là, c'est pour vous donner un exemple. Donc, par exemple, l'haploinsuffisance RELA, qui est une pathologie tout récemment décrite dans le grand groupe des interféronopathies, passe par les toll-like récepteur 7. Donc, on se dit quand même qu'il y a finalement le syndrome H ressemble à ces pathologies-là. D'autant plus qu'en 2023, on a aussi décrit d'autres interféronopathies, comme le déficit en DNase2. Et là, le déficit en DNase2, non seulement au niveau clinique, il ressemble très fort au syndrome H parce qu'il y a de l'inflammation, de l'arthrite, des malformations osseuses, de l'anémie et la présence d'anticorps. Et en plus, quand on regarde le phénomène physiopathologique, cette pathologie est également liée à une accumulation d'ADN des lysosomes au niveau des macrophages de la moelle osseuse. Alors, est-ce que SSC29A3 est impliqué dans la voie de l'interféron ? Eh bien, il y a un papier également en 2023 qui montre que SSC29A3 est médié via l'interféron de type 1 par l'axe IFNAR et la liaison de STAT1 liée à la région promotrice de SSC29A3. Donc ce papier conclut que N3 pourrait faire partie de la famille des ISG et que quand ils vont même plus loin et ils disent que quand le N3 est muté, la réplication virale est empêchée, donc le virus ne peut plus sortir dans le cytosol et on constate chez ces patients que les infections à SARS-CoV-2 sont diminuées quand SSC29A3 est muté. Donc on a vraiment la preuve que N3 facilite normalement le relargage de l'ARN viral dans le cytosol et que quand les patients sont mutés, ça ne fonctionne plus. Alors, est-ce que le syndrome H est une maladie auto-inflammatoire ? Donc, on n'a pour le moment pas beaucoup de papiers sur tout ça. Il y a un papier ici qui montre qu'il y a une activation de la voie de l'interféron gamma, mais on n'a pas encore énormément d'arguments pour pouvoir dire si cette pathologie rentre dans les grands spectres connus des maladies auto-inflammatoires, mais en tout cas, on a des arguments pour y penser, donc il y a du travail en recherche pour cette pathologie. Alors pour aller plus loin, il faut collecter les données, rassembler les patients, faire des cohortes, et donc c'est le projet. Et comme vous l'avez compris dans ce qu'on a étudié pour SSC29A3 avec nos collègues israéliens, une des difficultés était de savoir si nos traitements sont efficaces et sur quel type de symptômes les traitements vont être efficaces. Donc il y a une partie des symptômes qui sont liés à de l'inflammation et à de la prolifération. Et tout ça, on voudrait l'objectiver pour pouvoir en faire un papier. Et sous les conseils de Jean Donadieu, on s'est inspiré de ce qui existe déjà dans les histiocytoses Langerhansiennes, de faire des scores cliniques. Et donc, on a adapté le score clinique qui existait déjà pour ce type d'histiocytose à SSC29A3. Mais la difficulté, c'est que c'est une pathologie qui évolue avec des phases aiguës, et puis avec beaucoup de symptômes chroniques, et puis une phase séquelaire. Donc pour pouvoir objectiver les choses clairement, il faut un score qui puisse s'adapter à tout ça, donc avec finalement beaucoup de paramètres différents, et avec un pourcentage d'activité qui doit être adapté au score d'activité aiguë, chronique et séquelaire. Et donc on a mis en place quelque chose qui pourrait fonctionner, mais qu'il faut encore qu'on teste sur les 16 patients qui seraient disponibles en France. Et l'idée serait de pouvoir à la fois mettre en évidence si nos traitements fonctionnent, mais aussi de pouvoir objectiver la morbidité de ces patients qui probablement qu'à long terme, mais on n'a pas encore de cohorte qui existe réellement, ont vraiment des séquelles de leur pathologie et une morbidité qui est importante. Donc Histiobase, comme on l'a présenté aujourd'hui, est un outil qui est très précieux pour pouvoir avancer sur des cohortes, surtout pour des pathologies rares, donc au niveau français, mais au niveau européen aussi. C'est l'objectif de pouvoir traduire cette Histiobase et puis de pouvoir collecter des données de biobanking, parce que clairement, il y a si on peut avoir des arguments supplémentaires pour des maladies auto-inflammatoires, si on peut faire des signatures interférons, si on peut essayer de comprendre mieux la pathologie en profondeur, on pourra probablement avancer sur cette maladie qui est rare et complexe. Et puis, dans l'idéal, si on arrive à collecter toutes ces données et à rassembler des avis d'experts, il faudrait pouvoir donner des recommandations internationales sur la prise en charge, qu'elle soit au bilan initial, au suivi, les différents éléments de prise en charge au niveau anatomopathologique, mais aussi au niveau des marqueurs inflammatoires. Et puis, dans certains cas, on m'a posé la question, est-ce que la greffe peut être indiquée, la greffe de cellules souches peut être indiquée dans cette pathologie, puisque c'est une pathologie qui est essentiellement exprimée au niveau du compartiment hématopoïétique. Ça peut être une question qu'on aimerait pouvoir
développer avec les experts dans les années à venir. Voilà, donc merci à tous les médecins qui ont collecté les données pour moi et merci à vous.